Deuxième semaine à partir d'aujourd'hui de la COP27, le sommet international sur le climat organisé cette année en Égypte. En Égypte où règne un climat morose, dirons-nous, après les discussions de la semaine dernière, peu d'avancées et le constat que les choses n'avancent pas. D'autant, et c'est ce qu'ont révélé 3 ONG la semaine dernière, d'autant que les lobbyistes des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz n'ont jamais été aussi nombreux lors d'un sommet sur le climat, ce qui fait dire à de nombreux militants écologistes et de scientifiques que cette COP27 est un énième coup dans l'eau. Pour en parler, François Cuseni est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, François Cuseni. Vous êtes le secrétaire de Guyane Écologie. C'est quoi le regard? On va directement rentrer dans le vif du sujet. Le regard que vous portez sur les discussions, les négociations de la semaine dernière. On entend beaucoup de personnes dire que finalement, à chaque fois, c'est la même chose. Beaucoup de paroles, peu d'avancées, peu d'actes. Est-ce que vous partagez le constat? Je partage le constat et je le répands. Il faut peut-être expliquer ce qu'est une COP. Une COP, c'est une conférence des parties. C'est une conférence des parties organisée par l'ONU, regroupant les États du monde et la société civile. Donc la conférence des parties sur un sujet bien précis, là, la COP27, c'est sur le dérèglement climatique. Donc les États se rencontrent, font une conférence et prennent des engagements et des actes. On se souvient très bien de la COP21 à Paris en 2015. L'engagement qui avait été pris par tous les États du monde, c'était de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré à la fin du siècle et d'adopter une trajectoire pour pouvoir progressivement réduire cette augmentation de la température par la réduction de la pollution. 6 ans plus tard, ils ont prévu de se revoir en Écosse. Durant cette conférence en Écosse, on a fait le constat que sur les 200 pays, il n'y en avait qu'un seul qui avait respecté ses engagements. Donc il n'y a plus aucune crédibilité aujourd'hui sur les COP. Le Bhoutan, c'est bien ça? Il me semble qu'il avait respecté ses engagements ou que c'était un autre? La Guinée. Le Bhoutan n'avait pas beaucoup d'efforts à faire parce qu'il était déjà en dessous de 0 degré. C'est une pompe à pollution. C'est le seul pays d'ailleurs qui a un bilan carbone négatif dans le monde. Il est en train d'être rejoint par le Nicaragua à surveiller. Mais voilà, sur les 200 pays qui avaient signé un engagement fort de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 1,5 degré, aucun n'a respecté ses engagements. Donc il n'y a plus aucune crédibilité sur les actes et la capacité des États à respecter leurs engagements en matière de climat. Actuellement, on est à peu près à mi-chemin de la conférence, de la COP27. Qu'est-ce qu'on observe dans la conférence des parties? Il y a plus de lobbyistes des entreprises que de représentants des États. Parmi ces lobbyistes, il y a pétrole, charbon. Le pétrole, par exemple, rien que cette délégation, ils sont passés de 500 à 630 représentants, plus 25% en un an. Et dans ces lobbyistes, ce qui est intéressant du pétrole, du charbon, c'est que parfois ils viennent avec leur société, Total, Exxon, parfois ils viennent avec les délégations d'États. Donc il y a des États qui font la promotion des énergies fossiles au sein de la COP27. En numéro 1, il y a les États-Unis, il y a aussi l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. D'ailleurs, les Émirats arabes, ils ont 70 représentants dans leur délégation des énergies fossiles et c'est eux qui vont organiser la COP28 l'année prochaine. Donc on voit bien la trajectoire qui a été prise d'infiltration des lobbyistes dans les délégations et dans les prises de décision. L'année dernière, la COP26, elle a complètement déraillé et elle a pris quelques jours de plus quand l'Inde et la Chine ont demandé qu'il y ait un petit coup de canif sur le charbon, par exemple. On voit bien là la main des lobbyistes qui est derrière. Voilà, la COP27, personne n'y attend grand-chose en termes de texte, en termes d'engagement, parce que les engagements, ils ont déjà fait la preuve ces 10 dernières années que de toute façon, ils ne les respectent pas. Ça a fait dire à Rachel Rose Jacob, que... Qui est-elle? C'est l'ONG, c'est Collaborate Accounting, c'est une ONG internationale qui observe justement les relations dans ce monde, qui a fait dire que les COP, ça fait une dizaine d'années, c'est une foire industrielle aux industries polluantes. Voilà. La COP, il faut bien se rendre compte, cette année c'est la première fois et l'année prochaine ça va être pareil, elle est organisée dans un pays où les manifestations sont interdites. L'année dernière, à la COP26... Alors que traditionnellement, c'est vrai qu'on est habitué à avoir des manifestants, des militants qui prennent la parole autour des discussions officielles. Ouais. Et puis les manifestations, la liberté de presse aussi fait qu'on a des informations, on peut avoir des caméras dans les coulisses, on peut savoir ce qui se passe. Là, c'est pas le cas du tout. D'autant plus que les ONG, dû au prix des billets, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Au prix des billets à Sharm el-Sheikh, qui est une cité touristique de luxe, beaucoup d'ONG n'ont pas pu s'y rendre. Donc en fait, on laisse là aujourd'hui les États et les lobbies seuls
au milieu du désert pour discuter pétrole et investissement pétrolier. Mais François Guzeni, est-ce que l'incapacité à atteindre les objectifs climatiques dont on entend parler finalement à chaque COP s'explique par le fait que ces sommets internationaux s'inscrivent dans ce qu'on appelle le développement durable, donc l'équilibre entre croissance économique et lutte contre le dérèglement climatique. Or, et c'est ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui, la croissance verte, ce n'est pas possible. Et pour autant, les discussions de ces COP depuis de longues années continuent de s'inscrire dans ce logiciel intellectuel-là. Alors, en 2002, à la conférence de Johannesburg, ça a été l'acte d'essai du développement durable. Donc, les informations que vous me donnez sont périmées depuis à peu près 20 ans. Non, mais en tout cas, quand je dis développement durable, c'est vraiment conciliation entre croissance économique d'un côté et lutte efficace contre le dérèglement climatique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est périmé depuis 20 ans au sein des COP et au sein des mouvements écologistes. L'idée de croissance verte qui est encore remuée, plus personne n'y croit parce que la croissance verte repose toujours sur des quantités de métaux et de matériaux qui sont limitées. La croissance verte, ça n'existe pas et ça a été prouvé depuis 2002, donc beaucoup de gens progressivement s'en écartent parce que de toute façon c'est une fantaisie, ça n'existe pas. Mais on voit bien que c'est un terme qui continue d'être utilisé par... Par facilité de langage. Voilà, moi aussi je parle de développement durable pour parler d'une société économiquement écologique, respectueuse de l'environnement, respectueuse des droits des personnes, c'est quelque chose qui est resté dans la langue, mais l'idée de concilier une croissance économique à l'infini de manière écologique, ça n'existe plus depuis 20 ans. Alors l'un des enjeux, il y en a plusieurs, mais l'un des enjeux de cette COP27, c'est ce qui avait été annoncé, c'est de restaurer la confiance entre les pays du Sud et les pays occidentaux. Il y a des manifestants de pays africains qui ont réclamé lors d'un défilé en Égypte la justice climatique, on le sait, et ça a d'ailleurs été toujours le cas. L'aide financière des pays du Nord à ceux du Sud, c'est un point névralgique dans la diplomatie climatique, j'ai envie de dire. Il y avait l'objectif de donner 100 milliards de dollars aux pays les plus pauvres, mais il manque toujours 20 milliards, et il y a même un émissaire américain qui a reconnu que 100 milliards c'était dérisoire, qu'il faudrait entre 3500 et 4500 milliards de dollars par an chaque année pour aider ces pays. On voit bien que ça n'avance pas sur cette question-là. Pour vous donner une idée, le PIB mondial c'est 80 000 milliards. Donc là on parle de 5% du PIB, 100 milliards de dollars. Alors moi personnellement je sais très bien ce que j'en ferais de 100 milliards de dollars, mais à l'échelle des États, à l'échelle du monde, c'est quelques gouttes d'eau. D'ailleurs il faut noter que la France est bonne élève sur ce sujet-là, parce qu'il était prévu qu'elle donne 5 milliards, elle a fait 6 milliards. Donc elle était bonne élève sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est quelques gouttes d'eau. On a en face des pays riches qui disent on n'a pas les moyens et on ne peut pas financer ça. Les pays pauvres qui disent on n'a pas les moyens du tout. Donc en fait, on est face, depuis 10-20 ans, à 200 pays qui se regardent en chien de faïence, estimant qu'ils font chacun leur maximum et que c'est aux autres de faire plus. Et chacun se renvoie la balle. Effectivement, aujourd'hui, on voit des trajectoires de pollution. Je pense à l'Islande, je pense d'autres pays qui étaient extrêmement polluants, comme la Lituanie ou la Lettonie, qui avaient ces vieilles aciéries soviétiques qui ont pris une trajectoire de réduction, voire de devenir négatifs par rapport à ce qu'ils émettaient il y a 30 ans. Donc on a des pays du Nord, certes, qui ont pris des trajectoires de réduction. Maintenant, ils estiment que puisqu'ils ont fait les efforts, eux, ils n'ont pas à payer pour les autres. Vous voyez, on est tous en train de se regarder en chien de faïence. Il y a des pays, en Inde par exemple, ou pour beaucoup de pays du monde, le développement économique et faire sortir les gens de la misère, ça signifie la pollution. Je ne sais pas d'où ça leur vient. On peut faire de l'agriculture biologique sans polluer, sans faire venir des engrais, sans faire venir de la chimie. Donc il y a beaucoup de pays du monde qui ont vissé dans la tête que développement économique pour faire sortir des gens de la pauvreté et pollution, ça va ensemble. Non, non, non. Et pendant ce temps, en 2022, les émissions mondiales de CO2 fossiles ont dépassé encore le niveau record de 2019. Ils ont encore dépassé 2019 et c'est une bonne année parce que c'était avant le Covid, vous savez, où il y avait un ralentissement économique, donc c'est vraiment l'année de référence. Et les émissions de CO2, les derniers rapports du GIEC sont de plus en plus catastrophiques parce qu'on avait prévu une augmentation de 2,1 à la fin du siècle. Là, on table plus sur 2,4 à 2,7. Donc ça empire. Comme je vous dis, on se regarde en chien de faïence, on attend que le premier bouge, un peu comme le Mikado, le premier qui bouge a perdu. Et résultat, ça va de pire en pire et personne ne fait rien.
On voit bien Emmanuel Macron qui a fait un appel du pied aux pays occidentaux non européens à faire des efforts sur ces questions financières. Chacun se renvoie la balle en quelque sorte. C'est ce que je vous disais. Chacun estime qu'il fait son maximum et qu'il ne peut pas faire plus. On va parler un petit peu de ce qui se passe pour nos voisins du Brésil. Le Brésil, c'est quand même une des délégations les plus importantes en nombre de personnes là pour cette COP27. Lula est en Égypte aujourd'hui. Vous attendez un changement de braquet fort, on va dire, de la part du nouveau président qui entrera en fonction à partir du 1er janvier. C'était quelque chose qui n'était pas très populaire, qui n'a pas vraiment été abordé dans la campagne des présidentielles brésiliennes, mais qui fait partie du projet de Lula. Et on l'attend parce qu'il n'est pas encore en fonction. Il sera en fonction à partir de l'année prochaine. Il n'a pas dit qu'il allait inverser ou arrêter la déforestation, mais la ralentir. Alors, à voir ce qu'il y a derrière ce mot. Est-ce que c'est un ralentissement qui permet la reforestation naturelle ? On ne sait pas vraiment ce qui va être mis dedans, mais dans tous les cas, c'est bien mieux que ce que Jair Bolsonaro a fait et a laissé faire pendant 4 ans en termes de nourriture pour la population, parce que la déforestation, en écrasante majorité, c'était pour l'export dans les autres pays du monde, mais pas pour nourrir la population. Et l'export, en particulier de viande, qui demande énormément d'espace pour peu de calories. Donc la déforestation pour nourrir le peuple, ça n'a pas été mis en place pendant ces 4 dernières années. C'était surtout des très grandes entreprises pour l'export. Donc trop tôt pour savoir si le Brésil deviendra un leader, on va dire, dans la lutte efficace contre le dérèglement climatique. On attend. Le président Lula a dit que le Brésil avait la capacité de prendre le leadership mondial sur l'évolution écologique. Eh bien écoutez, on va mettre une pièce, on va attendre, on va voir. Qu'est-ce que vous pensez, François Cuseni, de ces nombreux militants qui disent aujourd'hui qu'ils n'attendent plus rien des COP, des gouvernements, des solutions étatiques, et que la réponse à l'urgence climatique, elle sera territoriale, elle sera décidée localement à travers certaines luttes locales? On en voit certains exemples en ce moment dans l'Hexagone. C'est une solution, selon vous, de prendre la parole sur un sujet bien précis et ne pas parler de grands sujets où finalement personne ne peut grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de l'extérieur. Il y a plusieurs choses. J'avais lu un article qui disait que 30% de la pollution était du fait des consommateurs. 70% qui restaient, c'était les appareils, les entreprises, le transport. Autrement dit, au final, c'est 100% qui est lié aux consommateurs. Que ce soit quand ils le consomment et qu'ils jettent les déchets, ou bien les entreprises et toute la chaîne d'approvisionnement. Donc chaque consommateur, chaque citoyen, chaque travailleur a un pouvoir sur la transformation écologique. Chacun selon ses moyens, chacun selon ses habitudes, chacun selon sa vie, mais chacun peut faire quelque chose pour, au final, transformer tout l'appareil productif et avoir quelque chose de sain, de prospère, d'efficace pour soulager la misère dans le monde, mais aussi améliorer sa propre qualité de vie. Je vous indique nosgestesclimat.org. Il y a beaucoup de plateformes, mais Nos Gestes Climat, c'est le plus facile, c'est le plus abordable. C'est un petit site internet où il y a une dizaine de questions, ça prend 10 minutes, et Nos Gestes Climat, de manière très réaliste, très concrète, vous disent ce que vous pouvez faire pour augmenter votre pouvoir d'achat, pour avoir une meilleure santé et faire des économies de pollution. Vous pensez quoi de ces qualifications d'écoterrorisme? Les propos ont été tenus la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour qualifier ce qui s'était passé entre les forces de l'ordre et des militants opposés aux méga-bassines dans l'Hexagone. Je vous pose cette question par rapport à la précédente que je vous avais posée sur la nécessité, selon certains militants écolos, de lutter localement contre des projets bien précis. Écoterrorisme, il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, et en particulier qu'on a ce ministère-là. Il terrorise qui en agissant aux méga-bassines? Les ZAD de Notre-Dame, il terrorise qui en faisant ça? Peut-être le ministre de l'Intérieur qui est terrorisé politiquement, mais la population n'est pas terrorisée du tout. Elle peut être gênée, elle peut être admirative, elle peut être en soutien, elle peut être agacée, mais terrorisée en attaquant les gens, les vies, les biens personnels des gens, c'est pas de ça du tout dont on parle. Donc le mot est mal choisi, il est maladroit, il est fait dans le but de monter les uns contre les autres et de désigner un nouveau bouc émissaire. Mais c'était quelque chose de prévisible et d'attendu. On connaît leur affection pour l'évolution écologique et la transition écologique, donc c'était une évidence qu'ils désignent leurs ennemis par le nom de terrorisme. C'est un classique de la politique depuis 150 ans. En tout cas, on a l'impression que ça démontre une rupture quand même dans le dialogue politique de manière générale entre différentes personnes, différentes positions politiques. Vous êtes ici avec nous ce matin pour parler de la COP27 où on voit bien qu'énormément de militants partout dans le monde
nous explique et déclare que ces COP sont inutiles. On paye aujourd'hui finalement le coût de dizaines et dizaines d'années d'inaction politique évidemment, mais aussi d'une absence totale de dialogue et de consensus sur toutes ces questions-là. Alors, il faut renvoyer la balle à ceux qui sont responsables du dialogue, autrement dit les élus politiques, les instances démocratiques, qui n'ont pas inclus. Vous voyez, vous me parlez de rupture du dialogue. Il y a quelques années, il y a le président Macron qui avait lancé la Convention pour le climat en tirant au sort des personnes. Il avait dit toutes les propositions seront intégrées telles quelles dans la loi. Et finalement, quelques trucs ont été mis, tout a été modifié. Donc, les responsables désignés pour gérer le dialogue et la démocratie ne le font pas. Depuis des dizaines d'années, vous l'avez dit. Donc, le dialogue est rompu, mais d'un côté, pas de l'autre. Les écologistes dans le monde entier, vous leur dites « venez à table, on a un verre d'eau, on va discuter des projets dans le pays », ils viennent, mais pour le moment, ils sont accusés, insultés d'éco-terroristes, ils sont mis au banc des négociations systématiquement, et en Guyane, plus qu'ailleurs, les associations environnementales, les écologistes ne sont pas inclus dans les prises de décision. Donc le dialogue, la main est toujours tendue d'un côté et de l'autre, la porte est bel et bien fermée depuis 30 ans. Est-ce que pour revenir sur cette COP27 qui se déroule actuellement en Égypte, on peut dire que malgré tout, un des points positifs, peut-être le seul point positif de ces grands sommets internationaux, c'est que ça sert au moins de tribune aux pays du Sud qu'on n'entend quasiment jamais ailleurs dans le débat public sur ces questions-là? Il va y avoir une autre tribune en mars 2023. D'accord. C'est le Global Green. En fait, c'est l'internationale écologiste. Tous les 2 ans, elle se réunit dans un pays différent. Là, ce sera en Corée du Sud. Il y aura 100 pays représentés et en grande partie, cette année, des pays asiatiques, dû à la proximité de la Corée du Sud. Une grande partie des gens qui y seront des parlementaires, des maires, bref, des gens qui ont un pouvoir local et un pouvoir sur les lois. Ce sera quelque chose d'ouvert, pour pouvoir discuter ensemble comment on fait l'évolution écologique mondiale, mais aussi au niveau local, les mécanismes de fonctionnement, parce que certains sont en responsabilité. Et là, ce sera un événement garanti sans lobbyiste du pétrole. Mais est-ce que des discussions, des réflexions sur tous ces points-là, maintenant, on a assez parlé, j'ai envie de dire, ce qu'il manque, c'est une décision collective politique forte, et c'est ce qui manque encore aujourd'hui. Il y a quelques années, ça remonte à 2 ans, c'était un sondage sur France Hexagonale. Oui. Malheureusement, on n'a pas ce type de sondage en Guyane, qui disait que 77% des citoyens français étaient prêts à un changement et une évolution écologique. Mais elle ne vient pas, il reste les 23% qui restent. Donc il y a une pression, et puis il y a aussi la pression qui est la part des médias, qui est de dire il y a des sujets plus urgents tout le temps. Là, on voit la guerre en Ukraine, on voit le Covid, donc il y a toujours des sujets plus urgents tout le temps qui occupent l'espace médiatique et qui occupent l'esprit des gens. Comment dire le temps de cerveau disponible, comme on dit sur toutes ces questions. Oui. Mais comment parler du dérèglement climatique aux Ukrainiens actuellement? Évidemment qu'ils ont quelque chose de beaucoup plus pressant. Et il y a beaucoup de populations dans le monde qui vivent des problèmes beaucoup plus urgents de manger ce soir plutôt que de manger demain. Et la question du manger demain est toujours systématiquement passée au second plan. Dernière question, François Cusigny. Il y a Emmanuel Macron qui a pris la parole sur l'hydrogène. Nous avons l'ambition de faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné. L'hydrogène pourrait nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 6,5 millions de tonnes. L'hydrogène en Guyane, on connaît avec le projet de prospérité. C'est une solution d'avenir, l'hydrogène, selon vous? L'hydrogène, faut faire très attention à comment il est produit. La plupart de l'hydrogène produit dans le monde actuellement, c'est du méthane qu'on a gardé et ça émet énormément de CO2. Donc on fait un hydrogène, le liquide est propre, mais la fabrication est effroyablement polluante. Donc ça dépend comment on fait, ça dépend si c'est local, ça dépend beaucoup de choses, mais l'hydrogène, par principe, pourquoi pas? Maintenant, il faut voir comment c'est fait. Je vais revenir sur la question précédente. Il y a des urgences actuellement. Le Pakistan a été frappé par des sécheresses et des pics de température qui font que des gens sont morts de canicule, des inondations. En Guyane, on connaît bien, ça devient normal maintenant que Grand Santilly et Camopi soient submergés à chaque saison des pluies. Il y a 3 communes qui sont menacées par l'élévation du niveau des mers. Donc l'urgence commence à se faire sentir de plus en plus, et en particulier sur les populations qui ont moins les moyens de prendre l'avion quand il fait trop chaud. Donc c'est les premiers pays touchés, ce sont les pays dits pauvres, les gens qui ont peu de moyens, donc ce sont eux les premières victimes. Maintenant, pour l'hydrogène, si c'est une solution
qu'on peut mettre en place très rapidement pour contrecarrer ce dérèglement climatique et rester sous la trajectoire des 1,5, voire même d'obtenir une neutralité carbone, si c'est déployé rapidement et que c'est pas un projet sur 30 ans, si ça peut être déployé rapidement de manière saine et non polluante, tout se vérifie sur dossier, on verra. Ouais, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il est plus que jamais sur la sellette, on est déjà à plus 1,2 degré. Merci beaucoup François Cuselny d'avoir été avec nous ce matin donc, pour parler de cette COP27 dont la deuxième semaine de discussion commence à partir d'aujourd'hui. Je le rappelle donc secrétaire de Guyane Écologie. Merci encore, très bonne journée. Radio Pays.